Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Dr Pierre Lalonde qui a 50 ans de carrière en psychiatrie. C'est un spécialiste de la schizophrénie. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la rigidité cognitive. Notre invité en deuxième demi de l'émission, c'est Bernard Saunier. Il nous présente son livre « Ce sera vert à Porto ». Bienvenue chez nous. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est avec honneur que j'accueille notre invité Pierre Lalonde. Bonjour Pierre Lalonde. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Ça fait longtemps qu'à l'émission, on entend parler de vous, mais là, on vous a pour la première fois de l'histoire de Folie douce parce que votre nom a été souvent... vous avez souvent intervenu dans les médias à une certaine époque. Vous êtes psychiatre depuis longtemps. Oui. Parlez-nous donc de vous. On va faire... il y a plusieurs questions qu'on va regarder ensemble, mais c'est important d'avoir des fois un professionnel de la santé puis un psychiatre puis qui a vu l'évolution finalement de la santé mentale au Québec depuis plusieurs années. Donc, comment vous pouvez nous présenter votre parcours? D'abord, je ne suis pas Pierre Lalonde, le chanteur. Non, c'est ça. Est-ce que vous chantez quand même? Non. Je le connais. On fait partie d'enceintes lointaines de Nouvelle-France. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis psychiatre depuis 50 ans. En fait, j'ai fait de la psychiatrie générale au début. J'avais été assisté de la santé à Prévost. Ouais. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je fais seulement de la schizophrénie. La schizophrénie, parce que j'ai été le premier au monde en français à ouvrir une clinique qui s'occupe des jeunes et de leurs familles lors du premier épisode de schizophrénie. Donc, c'est de prendre la maladie au début et ça améliore beaucoup le pronostic. Donc, à ce moment-là, en 89, j'étais le premier. Mais maintenant, il y a une vingtaine de cliniques comme ça au Québec qui s'occupent des premiers épisodes. Je vais aussi aller enseigner ça un peu en France, en francophonie. Et pourquoi la schizophrénie, vous trouviez qu'il y avait un manque? Ou parce que vous avez commencé en psychiatrie, probablement vous avez constaté que... En fait, des cliniques, comme je dis, il y en avait en anglais, aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne. Donc, nous, on s'est inspiré de ces cliniques-là. Donc, il y avait déjà un modèle d'intervention précoce, c'était un des premiers. La schizophrénie, il faut dire, c'est une maladie très compliquée du cerveau. Et je trouvais fascinant d'étudier le cerveau perturbé et de voir comment notre cerveau normal, c'est merveilleux que ça ne soit pas plus souvent malade, c'est tellement fragile. Donc, ça m'a appris à voir comment ça fonctionne le cerveau. Mais on ne pourra jamais illustrer par l'imagerie la schizophrénie. On est juste des fonctions mentales, la mémoire, la parole, etc. Ouais. Mais on ne peut pas faire de diagnostic par imagerie. Donc, tous les diagnostics psychiatriques, c'est par entrevue, en parlant avec une personne qu'on trouve qu'est-ce qu'il y en a comme problème. Oui, à force de questionner la personne, vous voyez un peu selon aussi ses symptômes, j'imagine, parce que la schizophrénie est bien particulière. Souvent, les gens peut-être parlent à tort, les gens qui ne connaissent pas vraiment la schizophrénie, ils se disent, souvent, on donne souvent des commentaires plutôt négatifs, dire il est schizophrène, tout ça, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Comment on peut définir ce que c'est la schizophrénie? Vous le savez? Ouais. Avec tout en fait, c'est une maladie qui a des symptômes. La dépression, par exemple, les gens sont tristes et pleurent. C'est facile à reconnaître. Ouais. Dans la schizophrénie, les symptômes typiques, c'est ce qu'on appelle un délire, des erreurs de logique. Par exemple, se sentir poursuivi par des bandits ou surveillé un peu partout à la radio par les télescopes, etc. Ouais. Donc, des délires, des hallucinations, surtout auditives, entendre quelqu'un qui nous parle quand on est tout seul dans sa chambre, et aussi des organisations du langage, ça amène un langage incohérent, et du comportement. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on voit sur la rue, itinérants, qui sont sans doute, pour plusieurs, des gens qui ont une schizophrénie, qui ont abandonné leur traitement, ce qui fait qu'on voit aisément qu'il y a des perturbations du fonctionnement et du langage. Est-ce que c'est encore, moi, ce que j'en avais retenu souvent, la schizophrénie, ça se déclenchait souvent quand les gens étaient jeunes adultes ou, 18, 19, 20 ans, dans ces coins-là. Est-ce que c'est encore le cas? C'est toujours le cas. C'est une maladie des jeunes, donc un peu plus tôt pour les garçons, vers 16-18 ans, un peu plus tard pour les filles, vers 19-20 ans. Parce que les filles sont protégées par leurs hormones, c'est intéressant à savoir. Ouais. Et ça évolue au cours des années. Donc, c'est un drame pour une famille de voir leur jeune qui était étudiant, qui à 18 ans se met à
manquer l'école, puis à se perturber, puis avoir tout ça de comportements bizarres. Donc, ça, c'est la plus fréquente. C'est ça que je soignais. Mais il y a aussi d'autres formes de schizophrénie qui apparaissent, par exemple, chez les femmes à 45 ans, après la ménopause. Pour le moment, on appelle ça aussi schizophrénie parce que c'est les mêmes symptômes. Mais avec les recherches, on va sans doute arriver à trouver que c'est des maladies différentes, même si les symptômes sont pareils. Oui. Vous parlez tantôt, ça fait 50 ans, il faut quand même le faire, là, 50 ans de pratique là, en psychiatrie. Qu'est-ce que fait à l'époque? Ça m'intrigue toujours. Vous faites votre médecine, puis vous décidez de choisir la psychiatrie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attirait ou qu'est-ce que... On choisit une spécialité par intérêt intellectuel, cognitif. Là. Donc, j'avais déjà lu Freud, puis ça me passionnait quand j'étais au collège. J'avais aussi été fasciné par des professeurs, Camille Lorrain, par exemple, qui m'avait fasciné, et d'autres professeurs qui m'avaient beaucoup fasciné. Donc, le fait d'avoir ces modèles-là, et c'est une maladie qui... En fait, c'est pas manuel. J'ai rien contre les spécialités manuelles parce que j'ai déjà été attiré d'ailleurs par l'orthopédie. Ouais. Mais une maladie qu'il faut détecter par perspicacité, par observation, par toutes sortes de méthodes qui sont ça met des défis. Là, ça, avec des défis, oui. Ben oui, effectivement, comme vous dites, c'est peut-être plus complexe, mais en même temps, c'est peut-être plus gratifiant quand on est capable de circonscrire des problématiques. Là. C'est très relationnel. En médecine, il y a de tout. Hein. Ceux qui travaillent en pathologie, par exemple, sur des cadavres ou en radiologie, sur des clichés, et d'autres spécialités qui sont très relationnelles, comme la médecine familiale ou la psychiatrie. Moi, j'ai été intéressé par le relationnel. Oui. Donc, docteur Lalonde, vous avez commencé dans les années 70. Comment vous pourriez qualifier l'évolution? Écoute, on a fait un gros bout de chemin là, en termes de santé mentale. C'est sûr que dans les années 50, c'était probablement encore plus différent que ce qu'on a aujourd'hui, mais même si je regarde juste dans les années 90, il me semble qu'on a fait un bout de chemin incroyable. Comment vous pouvez qualifier, comment vous pouvez voir l'évolution de vos 50 ans de pratique? Il y a des médicaments qui ont été développés. Quand j'ai commencé en 1973, il y avait déjà du lithium, il y avait déjà des antipsychotiques, il y avait déjà des antidépresseurs qui étaient quand même pas mal plus toxiques et qui avaient beaucoup plus d'effets secondaires. Donc, les médicaments ont évolué parce que ça s'est raffiné avec des injections à longue action, par exemple, puis moins d'effets secondaires. Donc, les médicaments ont changé. L'imagerie cérébrale nous a permis de mieux comprendre toutes sortes de fonctions mentales. Les années 90, on appelait ça la décennie du cerveau. C'est là que commençait l'imagerie. Et puis, on s'imaginait à ce moment-là qu'on pourrait faire du diagnostic par imagerie. J'ai dit tout à l'heure que non, ça n'arrivera pas. C'est pas Mais arrivé. Mieux connaître le fonctionnement du cerveau, toutes sortes de subtilités. La génétique s'est beaucoup développée, même si on sait que la schizophrénie a un facteur génétique, mais on ne sait pas vraiment lequel. Ça se concentre dans des familles. Donc, à mon avis, la psychiatrie a encore plus d'avenir que de passé. Parce qu'on va découvrir encore beaucoup plus de choses. Mais auriez-vous cru que 50 ans plus tard, parce que des fois, on se dit peut-être qu'on a fait beaucoup de progrès, mais peut-être d'une certaine façon, on n'a pas fait tant. Est-ce que vous seriez attendu, jeune médecin, là, jeune psychiatre, que dans les années 2024, qu'on serait beaucoup plus avancé? Quand j'ai commencé, je ne sais pas vraiment ce que j'espérais qu'on découvre au cours des 50 prochaines années. De toute façon, je ne savais pas que je travaillerais pendant 50 ans. Mais à mesure que les années passent, on s'aperçoit que c'est intéressant ce qu'on découvre. On comprend mieux, on connaît mieux. Mais c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de choses. Pour le cœur, par exemple, pour le pancréas, pour le foie, on va découvrir des nouvelles façons d'intervenir. La physiologie du foie, comment ça fonctionne, on connaît pas mal ça. La physiologie du cerveau, la physiologie des hallucinations. Je pourrais vous expliquer comment ça se passe, des hallucinations dans le cerveau, comment ça se passe, un délire. On sait ça maintenant. Mais il reste encore tellement de choses. Observer le cerveau qui est caché dans la boîte crânienne, on ne peut pas faire de biopsie, on ne peut pas rentrer dans le cerveau. Donc, c'est vraiment toujours par des méthodes plus indirectes. C'est peut-être le parent pauvre, d'une certaine façon, de la médecine. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Parce que le cerveau est tellement complexe, mais il me semble qu'il y a peut-être tellement de choses à comprendre, puis c'est tellement difficile à... C'est peut-être pour ça que ça... Parent pauvre dans deux sens. Effectivement, ça a été déprécié, la psychiatrie, puis que les subventions de recherche, notamment, comparées au cancer, par exemple, ou au sida, c'est vraiment pas du même niveau. Ouais. Et donc, le manque de financement et la façon que c'est regardé par la population, c'est toujours plus gênant
pour quelqu'un d'aller consulter en psychiatrie qu'en cardiologie. Encore aujourd'hui, hein? C'est encore tabou. Encore aujourd'hui. Quelqu'un qui rentre au bureau à la suite d'un infarctus, on dit « Ah, comment ça va? T'es-tu mieux? » Quelqu'un qui a été spécialisé en psychiatrie, t'es sûr que ça va, là? Oui, c'est ça. Encore aujourd'hui, c'est ça qui me fascine, moi aussi. J'ai l'impression qu'on a tellement de chemin à faire là-dessus, sur la compréhension, là, sur la démystification. Mais il y en a beaucoup qui est fait. Il y a des émissions comme celle-ci. J'ai participé à beaucoup d'éducation publique autrefois. J'avais fait... Vous étiez présent beaucoup. Mon fils, là, de Marie-Lou Wolfe, que je recommande, ça existe sur l'hélico. C'est une série de 6 épisodes sur un jeune qui développe la schizophrénie, puis j'avais été conseiller pour le comédien, Antoine Lécuyer. Ouais. Donc, il y a des émissions populaires, on en parle souvent, mais ça fait toujours peur parce qu'on ne sait jamais si on va être atteint. En fait, tout le monde se dit, est-ce qu'on est normal? Oui, 80% des gens sont normaux. Et c'est quoi la normalité? T'sais? On a tous une santé mentale. La normalité, c'est d'être capable de faire face aux défis de la vie avec des aides normales. Un conjoint, un ami, un prêtre. Un entourage qui peut... Être obligé de... que ça soit recommandé de consulter, on estime que c'est dans 20% des cas. OK. La schizophrénie, c'est 1%. Donc, c'est pas tout le monde qui risque d'avoir une schizophrénie. C'est 1% de la population, à peu près, ça qu'on dit. C'est ça qui peut développer la schizophrénie. 20% des enfants qui naissent, il y en a 1% des enfants qui naissent vont développer une schizophrénie. OK. C'est quand même... Puis ça, c'est partout dans le monde aussi, on disait, peu importe le... Puis c'est quand même intéressant. Il nous reste à peu près 2 minutes, ça passe extrêmement vite, mais c'est très intéressant. Je trouve ça intéressant de vous écouter. Vous avez publié, je pense, certaines publications. Vous en avez une en 2016. Pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, j'ai fait le premier manuel québécois de psychiatrie en 4 éditions. Ça a commencé en 80, puis il y en a 80, 88, 2000, puis récemment en 2016. C'est considéré, sans me vanter, la Bible de la psychiatrie. Au Québec, c'est diffusé en France. Ça comprend toutes les études actuelles de traitement, de diagnostic, d'étiologie. Et donc, c'est mis à jour, c'est ça? Il y a eu plusieurs éditions, puis donc la plus récente... Puis ça s'intitule comment, le Psychiatrie clinique, approche biopsychosociale. OK. Parce que comprendre le cerveau, c'est pas juste de la chimie. Il y a de la chimie dans le cerveau, bien sûr, l'électricité, mais il y a aussi des interactions psychologiques et sociales. C'est le sens... Le cerveau, ça a pour fonction d'observer l'environnement et de répondre à l'environnement. Oui. Et ça, c'est... En aviez-vous conscience au début de votre carrière que c'était un tout? Que dans le fond, la psychiatrie, c'était... Oui, il y avait la médication, tout ça, mais il y avait aussi tout le reste, l'entourage puis le social. Là. J'en ai pris conscience de plus en plus au cours des années. Parce que la première édition du manuel, en 1980, ça s'appelait « Approche contemporaine ». Ensuite, c'est devenu approche biopsychosociale. Okay. Donc, en 88, ça imprégnait pas seulement la psychiatrie, la médecine aussi. On considère que pratiquer la médecine, c'est biopsychosocial. Oui, c'est ça. Puis je pense que la plupart des gens s'entendent là-dessus. C'est presque déjà tout le temps. Pour en savoir plus sur tout ce que vous faites, est-ce qu'on peut juste chercher votre nom, j'imagine, en mettant Pierre Lalonde, psychiatre, peut-être? Sur Google, Pierre Lalonde, psychiatre. Ouais, on a tous. Il y a des émissions sur YouTube, par exemple, les 150 ans d'histoire de l'hôpital Louis H. Lafontaine à l'Institut. Là, c'est sur YouTube. Ça décrit l'histoire de la psychiatrie depuis 150 ans. C'est quand même pas rien, là. Puis vous n'avez 50, vous n'avez un tiers de ça, c'est quand même bien. Merci beaucoup, Pierre Lalonde, d'avoir été des nôtres. C'était vraiment intéressant, puis au plaisir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso avec Pierre Laporte. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors ton sujet aujourd'hui que t'amène la rigidité cognitive. Oui, ça c'est un terme que je t'avoue que je connais depuis peu. Ouais. Peut-être qu'en bon québécois, on dirait ceux qui ont la tête dure. Ah, OK. Mais sais-tu, il y en a qui vont dire que d'avoir la tête dure, ça peut être une qualité parce que c'est des gens qui croient en leurs idées puis qui ne se laissent pas abattre par les autres, mais... plus souvent qu'autrement, oui, ça cause un problème à la personne qui a de la rigidité cognitive et à son entourage. C'est ça aux deux, finalement. Ouais. Alors, j'ai pris ça sur le site Internet qui s'appelle nospensées.fr. Et l'article que j'ai retenu, ça s'appelle « Qu'est-ce que la rigidité psychologique » cette fois? Alors, on nous dit que la rigidité psychologique définit les personnes prisonnières d'un modèle cognitif et comportemental fort. Il s'agit de profils qui ne s'ouvrent pas à de nouvelles perspectives, qui n'admettent pas d'autres points de vue ou ne tolèrent pas les changements.
Ces personnes ne comprennent pas que la flexibilité mentale est essentielle pour une vie saine, pour faire face aux difficultés et pour profiter de relations sociales plus heureuses. On s'en doute, remarquez bien. Alors, on nous dit, nous connaissons tous des personnes qui suivent ce modèle de comportement. Il convient toutefois d'admettre que nous appliquons tous, d'une certaine manière, à un moment donné, une certaine rigidité psychologique. Il est courant de penser, par exemple, que certaines choses ne peuvent être résolues que d'une seule manière et que ces valeurs et croyances qui nous définissent sont des vérités universelles. Nous nous accrochons à une série de concepts que nous supposons inchangeables. Nous savons céder dans d'autres domaines et nous ouvrons à d'autres opinions et perspectives facilement et sans résistance. Qu'il en soit ainsi n'est pas négatif, pas tant qu'il existe un équilibre où nous sommes toujours plus à même de pratiquer la flexibilité psychologique. D'autre part, ceux qui ne cèdent pas, ceux qui deviennent prisonniers de schémas mentaux sont condamnés à connaître souffrance et inconfort. Il faut toutefois garder à l'esprit que cette caractéristique va parfois au-delà d'un style de personnalité pour devenir un trait typique de certains troubles, tels que certains types de démence, le trouble du spectre autistique ou le trouble obsessionnel compulsif. Antoine de Saint-Exupéry, écrivain et poète français, avait dit « Pour voir clairement, il s'agit de changer la direction du regard. » Et je pense qu'on doit être un peu d'accord avec lui. Il était assez sage, Saint-Exupéry. Oui. Ouais. On nous dit que le concept de rigidité psychologique est essentiel dans le cadre de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ce type d'approche thérapeutique est encadré par ce que nous appelons les thérapies de troisième génération, axées sur l'éducation et la réorientation de la vie du patient d'un point de vue plus général. Il est essentiel dans le cadre de ces thérapies que la personne détecte ses inflexions mentales. Nous comprenons ainsi qu'une grande partie de nos souffrances en tant que personne découle de nos propres croyances immuables. Celles-là même qui, d'une certaine manière, se nourrissent de ce que nous avons appris culturellement. Ces valeurs et schémas que nous utilisons sans les remettre en cause et qui structurent toute notre vie, nous plongeons alors dans une réalité dépourvue d'impulsion, de variation ou d'ouverture au changement et d'opportunité. La rigidité psychologique constitue donc, pour ce type de thérapie, une mine à détecter et un pont à franchir. Il convient toutefois que ce concept est apparu pour la première fois avec Sigmund Freud en psychanalyse. La résistance du patient au changement, le moment où émerge une série d'attitudes et de comportements, était selon le psychiatre viennois ce qui rendait les progrès très difficiles et révélait la pointe de l'iceberg d'un problème. Les psychologues Patricia Robinson, Deborah Gould et Kirk Strosahl ont également expliqué dans leur ouvrage « Real Behavior Change in Primary Care » que nous pourrions traduire par « changements comportementaux en soins primaires » que 3 composantes définissent la rigidité psychologique. Premièrement, les personnes concernées par la rigidité psychologique ne se connectent pas au présent. Les personnes qui se caractérisent par une rigidité psychologique n'apprécient pas le présent. Elles vivent dans leur cadre mental particulier où toutes les fenêtres sont fermées. Elles n'admettent pas ces nouveautés qu'apporte le flux de cet ici et maintenant où tant de choses se passent. Ces gens n'apprécient pas les opportunités. Ils ne tolèrent pas les variations. Ils évitent l'inconnu et l'imprévu. Toutes ces dynamiques capables de briser leur ferme stabilité génèrent en eux peur et contradiction. Alors que la plupart du temps, on dit souvent, vivez le moment présent pour que les gens soient heureux et qu'ils soient moins anxieux, etc. Mais ces gens-là sont incapables d'y arriver à faire ça. Parfois, j'ai l'impression, en lisant ce texte et en pensant à cette notion, que c'est peut-être plus les personnes âgées qui sont comme ça. Peut-être que ces gens-là s'attachent à leur passé, mais... Non, pas nécessairement. C'est comme tu disais tantôt, il y a certaines problématiques ou certaines... Oui, ça peut être à tout âge, finalement. Je pense. Alors, deuxièmement, elles ne savent pas reconnaître les priorités et ce qui compte vraiment.
Tous les chemins sont clairs lorsque nous connaissons nos priorités. Nous n'avons pas peur de prendre des risques, d'initier des changements, de nous ouvrir à d'autres perspectives pour nous permettre de grandir et de mieux nous occuper de ce que nous estimons et valorisons lorsque nous savons ce qui compte pour nous. En revanche, une personne présentant une rigidité psychologique suit simplement certaines règles fixes, soit les siennes. Elle est incapable de regarder au-delà de sa zone de confort. Alors, je vais m'arrêter, Yvan, à moins que tu sois en désaccord. Non, je suis en accord. J'aimerais surtout que tu poursuives plus tard à l'émission, comme d'habitude, à l'Espresso allongé. Merci. À venir dans l'émission, Bernard Saunier est avec nous et présente son plus récent bouquin « Ce sera vert à Porto ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La rigidité cognitive ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. C'est avec bonheur que je reçois Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Bonjour encore une fois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait lèche que je suis pas passé. Oui. Fait que t'étais dû, comme on dit. Puis t'arrives avec un nouveau livre qui s'intitule « Ce sera vert à Porto ». C'est toi qui l'as écrit. Oui. Tu l'as édité aussi. J'ai édité, donc, j'ai fait la job. Juste nous rappeler, les gens qui ne te connaîtraient pas, faire un portrait un peu global de toi. Qui tu es, d'où tu viens. Comment je te dirais ça? Je suis un écrivain. À la base, je me considère comme un écrivain. Aussi, un formateur avec le centre d'apprentissage santé et établissement. Ouais. Où je donne pas, on co-construit des formations en santé mentale. Ça, c'est très important pour moi. Qu'est-ce que je fais aussi? Je suis un blogueur aussi. Ouais. Il y a mon blog toujours. Et ça, depuis longtemps? Tout ça, depuis longtemps? Oui, depuis longtemps, c'est ça. Puis... Ben, le centre d'apprentissage, ça fait un peu moins longtemps, mais ça commence à... Ça fait quand même plusieurs années. Ça fait au moins 5 ans. En pandémie, ça a commencé, je pense. Oui, ça fait quand même quelques années. Mais c'est ça, tu as décidé d'écrire un premier livre, puis là, c'est un deuxième. Oui. Un jour, tu t'es dit, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, à un moment donné, je veux publier, puis tu sais, on le sait, c'est quoi avec les maisons d'édition? En fait, c'est exactement ça. J'écoutais à la télévision puis à la radio des auteurs qui disaient qu'ils avaient été refusés par des maisons d'édition 17, 18 fois, 20 fois, d'autres 40 fois. Puis ils le refusaient tout le temps. Moi, j'ai dit, je passe pas par là. J'ai dit, je vais faire mon édition moi-même. Ouais. Mon auto-éditeur. À compte d'auteur. À compte d'auteur, j'ai trouvé une maison, les gens sont très... Ça s'appelle Bouquin-Bec. Bouquin-Bec, ils seront spécialisés là-dedans, dans l'auto-édition, puis c'est des gens sympathiques, des gens aidants. Ils sont à Montréal? Oui, ils sont à Montréal. Ça fait un beau produit, là, honnêtement. Oui. Le livre est vraiment... Les gens me disent tout ça, que le produit est bon, il est beau. Mais en même temps, il faut comprendre les maisons d'édition. Tu sais, le livre, il y a eu comme un peu une renaissance, là, c'était dans ces dernières années, mais ça a toujours été un peu difficile, le livre. Tu sais, on veut vendre, parce qu'il veut pas, il y a des coûts, puis il faut que tu rentres dans ton argent, puis idéalement faire un peu d'argent en plus pour l'éditeur, là. Mais tu sais, les grands best-sellers, ben eux, ils se payent tout seuls. Oui, c'est ça. Mais le livre, c'est ça. C'est comme tu dis, tu sais, on sait qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui lisent aussi. Oui. Accrocher quelqu'un pour un livre, ben ça arrive, mais moins... Oui. Puis, donc, ton premier, tu parlais de plus de le Paris. premier, c'était Les Obsessions parisiennes qui se passaient
à Paris. Parce que tu es aussi un grand voyageur. Oui, ça aussi, je voyage beaucoup. Donc, j'aime ça. Donc, tu t'es un peu servi de ton expérience de quelque chose que tu aimes dans la vie. C'est ça. Pas mal, une des choses que tu aimes le plus, peut-être. Les voyages, j'aime beaucoup voyager. Puis celui-là, ça se passe à Porto ou au Portugal? À Porto en tout cas, et à Lisbonne, au Portugal. Peux-tu nous présenter quelle sorte, comment on peut le présenter? C'est un peu des réflexions C'est un marcheur au Portugal qui regarde, puis qui s'observe, puis il dit son senti, il exprime son senti. Ouais. Je peux peut-être t'en lire un extrait. Ben oui, pourquoi pas. Un peu même trouvé au hasard, finalement, dans ton livre, effectivement. Avec les cartes, les deux villes semblent pas trop compliquées. À la télé, je regarde un marché à Porto. C'est une ville, c'est pas la jungle, les gens y vivent. Mercado do Bolo, joli marché de primeur. Parfois on entend du français, c'est très agréable, le parfum du savon, de la propreté. J'ai parlé de la monde défectueuse avec la matriarche. Lui ai dit que le patriarche m'en avait déjà donné, qui fonctionnait pas. Elle a nié. Je trouve ça irritant. Toujours à dire quoi faire quand quelque chose ne va pas. Elle voit pas que ça fait mal. Elle ne donne aucune valeur à ce que je peux dire avec ses hosties à cause. Finalement, faut laisser faire. C'est pas grave. Porto aux abords du pont est très touristique. J'ai un peu peur. La carte s'en vient. Je crois que la gare est à l'est de Porto, plutôt de l'autre bord du Douro au nord. La gare pour se rendre à Lisbonne, c'est Porto Campagna. Ce matin, dans la section voyage du journal, on parle du surf au Portugal, sur une plage au nord de Lisbonne. Ça ressemble un peu à ça. On comprend le style, c'est ça, d'écriture. Ouais, tu sais, étrangement, je parle de ma mère. Oui. Ma mère qui est disparue. Qui n'est plus après l'écriture. Après l'écriture, c'est ça. Ça fait quand même un... Puis, étrangement, elle est décédée, mais juste avant, on parlait de Prima, juste avant qu'elle décède, elle m'a demandé un livre. OK. Moi, je savais pas là, que ça allait... Oui, c'est ça. C'est ça. Puis elle dit, je vais en parler de ton livre. Puis... Et honnêtement, tu as choisi ça au hasard maintenant. Au hasard, tu es tombé sur cet extrait-là. C'est quand même, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais comment tu as aimé... d'abord, tu voyages depuis plusieurs années, mais comment tu as aimé ton voyage au Portugal? J'ai bien aimé ça. Le monde sont bien fins, puis... comment dire? C'est un pays développé aussi. C'est un pays qui il y a de la vie, il y a de l'histoire aussi. Oui. C'est parmi les plus grands navigateurs, c'est les Portugais. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, je marchais le long du fleuve, qui est là, dont je me rappelle plus le nom, c'est bête. Ben, je marchais, puis il y avait un musée. Dans ce musée-là, il y avait une exposition de ce qu'appelle l'art modeste. Moi, je trouvais ça génial. Je dis pas ça souvent génial, moi. Mais ça, l'art modeste, là, je trouvais ça bon. Ça ressemble à quoi, l'art modeste? C'est tout ce qui est figuratif, un peu bébelle. Un peu kitsch, je dirais. OK. Pas aller jusqu'à dire que c'est... C'est pas quétaine, là? Non, c'est pas quétaine, mais c'est de l'art modeste. C'est des collages, des petits bonhommes, de toutes sortes de choses. C'est dur à décrire. Faut le voir. Puis quand on le voit, c'est très amusant à regarder. Moi, j'ai bien aimé ça. Pour revenir à ta passion des voyages qui t'a inspiré ce livre-là, le premier, mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu te sentais pas bien? Parce qu'on sait que tu en as parlé ouvertement, là, que tu as quand même un cheminement avec des problématiques de santé mentale. Ma santé mentale, il faut toujours que je m'en occupe. Mais en voyage, est-ce que ça gère bien? En voyage, ça peut arriver, mais moi, le fait d'être seul en voyage, je dirais que ça me demande moins. OK. Quand je t'accompagne,
Tu m'excuseras, Pierre, là. Quand je t'accompagne, des fois, c'est plus difficile. Parce que tu avais déjà fait un voyage avec j'ai fait un voyage. Notre preneur de son, avec Pierre Laporte. Mais quand je suis seul, j'ai pas trop de difficultés. Mm-hmm. Puis en même temps, en France, des fois, je suis allé en France, j'ai jamais eu de difficultés là. Ça dépend des milieux, parce que je sais qu'à un moment donné, tu m'avais parlé aussi, tu étais allé plus dans le sud, je pense, puis c'était peut-être pas l'environnement qui était agréable pour toi. Tu aimes beaucoup la culture, je pense, d'abord. C'est ce qui arrive. J'aime ça quand il y a des choses à voir, quand il y a des édifices, de l'architecture, de la peinture, des murs, des fresques, tout ce qui est... Ça, j'aime ça, mais en même temps, je sais bien que je manque bien des choses quand je vais pas à la campagne. Mais ça sera peut-être pour un autre voyage. Puis en même temps, il y a tellement de choses à voir. Tu ne peux pas non plus tout voir. Il nous reste encore quelques minutes, Bernard. Je sais que tu étais un peu j'appellerais ça peut-être pas un défenseur, mais en tout cas un représentant, ou en tout cas de la santé mentale. Tu sais, quelqu'un qui... En fait, mon combat, c'est la stigmatisation. Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de m'activer dans ce domaine-là, la stigmatisation. L'idée, c'est toujours la même, c'est que moi, je souffre de schizophrénie paranoïde avec comorbidité. Puis, ce qu'on entend souvent, je vous remercie de le faire, ce qu'on entend souvent à la radio ou à la télé, dans les médias, c'est que les schizophrènes ont tué un tel, il y a eu un drame qui est arrivé, puis que c'était un schizophrène. Moi, je me bats contre ça pour dire que, regarde, je souffre de schizophrénie avec comorbidité, mais j'ai pas... je suis pas violent, puis je me bats contre ça. C'est pour ça que je m'implique dans bien des endroits, dans bien des choses, pour montrer aux gens que c'est possible de vivre avec ça. Et ça n'a jamais été ça. Dans ton cas non plus, ça fait non, 40, jamais, mais... Ça fait quoi, 40 ans? Je vais te conter une histoire. Tu sais, il y a mon passeport, il joue un grand rôle là-dedans. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont une maladie, on leur a enlevé le droit de voyager. Ah ouais? Je sais que c'est difficile aussi au niveau des assurances encore. C'est ça. Il y a toujours un préjugé. Moi, je me dis toujours, regarde, j'ai mon passeport. Ça fait qu'avec mon passeport, je peux aller où je veux, quand je veux, puis il n'y a pas personne qui... Mais ceux qui ont commis des gestes malheureux, avec ou sans maladie mentale, ben, des fois, ils peuvent le perdre, ce droit-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est triste, puis en même temps, pour dire comment ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plus de gens qui ont un problème de santé mentale, qui voyagent, qu'il y en a qui font des mauvais coups. Hey Bernard, j'aimerais ça que tu me parles. Tu sais, tu as une aventure intéressante avec le Théâtre du Nouveau Monde depuis plusieurs années. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, bien c'est ça. On est impliqué à... Je suis impliqué au Théâtre du Nouveau Monde avec... on fait des créations collectives. Il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de monde qui s'implique à tous les niveaux. Le TNM nous permet d'utiliser leur salle. C'est intéressant. Puis c'est un spectacle présenté là, une fois par année. On présente une fois par année. Au mois de mai, je pense, à peu près. Exactement. Puis là, ce qu'on a fait, c'est une pièce sur le normal, puis ce qui n'est pas normal. OK. Ça fait qu'on a tiré tout ce qu'on pouvait de ces univers-là. Vous avez vu ce que ça représentait, là, mais c'est intéressant. Effectivement, le normal, pas normal, on parlait tantôt de la stigmatisation, mais c'est exactement, un peu ça, c'est tout c'est dans ce lignée-là. C'est ça. C'est le normal. C'est quoi le normal? C'est quoi le quelqu'un normal? normal? C'est questionnant. Là. C'est ça, effectivement. J'espère que vous avez aimé ça. Ben oui. Puis ça va sûrement se poursuivre aussi. Là. C'est une belle habitude. Moi, je me questionne bien gros parce que
malgré tout, ça demande... beaucoup de préparation. C'est une belle expérience de monter sur scène, mais en terminant, Bernard, la meilleure façon de te trouver, je pense, c'est ton blog. En fait, on peut taper legoulag.blogspot.com, puis vous allez trouver mon blog. Il y a beaucoup d'historiques. Dans mon blog, si vous cherchez, vous allez trouver mon adresse Internet. Oui, pour éventuellement, ceux si qui quelqu'un veulent un livre, veut commander un livre, c'est ça. C'est ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, Bernard Saunier. On rappelle le titre du livre, Ce sera vert à Porto, dont en même temps la préface de Lorraine Pintal, là, l'ancienne directrice du TNM. C'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Merci. Bye. Bye-bye. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Nous poursuivons au micro avec le sujet entamé plus tôt avec toi, Pierre, donc à l'Espresso allongé cette fois-ci, le sujet de la rigidité cognitive. Oui, ou on l'appelle aussi la rigidité psychologique. Ouais. C'est d'après un article qui s'intitule « Qu'est-ce que la rigidité psychologique ?» que j'ai pris sur Internet. C'est sur le site nospensées.fr. Alors, je disais que j'étais rendu à vous dire que ce qui inquiète le plus une personne qui souffre de rigidité psychologique est d'avoir le contrôle total de sa réalité. Cela le rend, par exemple, incapable de céder pour les autres, de répondre aux besoins des autres, d'être tolérante, de se connecter à autrui et de comprendre ses points de vue. Leurs relations perdent progressivement en qualité. La frustration augmente, si bien qu'au bout d'un moment, la personne abandonne nombre de choses qui étaient importantes pour elle et qu'elle ne sait pas apprécier. Ça la rend malheureuse, d'une certaine façon. C'est ça. Puis c'est comme une problématique. Elle ne peut pas s'empêcher peut-être d'être rigide cognitivement, mais c'est quand même... C'est pas facile. Oui, et troisièmement, la fermeture cognitive, c'est de ne pas tolérer l'incertitude. La rigidité psychologique ne tolère pas l'imprévu, encore moins l'incertitude. Nous devons donc comprendre que notre monde est régi précisément par cette caractéristique, l'imprévisibilité. Savoir s'adapter aux changements, pouvoir réagir de manière créative, originale et flexible nous permet incontestablement de contourner les variations de la vie quotidienne. Un individu à rigidité psychologique présente en outre ce que nous connaissons en tant que fermeture cognitive. Il s'agit de ce besoin d'éliminer le plus rapidement possible toute incertitude ou ambiguïté qui surgit dans n'importe quelle situation. Ces personnes émettent alors une réponse unique et souvent la plus extrême face à une quelconque difficulté. Il s'agit également de ces hommes et femmes qui, face à une discussion ou à un désaccord, adoptent le comportement le moins utile ou le moins constructif. Par exemple, mettre un terme à une relation ou simplement cesser de parler à ces personnes. Pour conclure, les thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale ou d'acceptation et d'engagement évoquées plus tôt sont très utiles pour mettre un terme à cette rigidité psychologique. Par ailleurs, comme le révèle une étude de Jonathan Greenberg de l'Université de Be'er Sheva en Israël, des pratiques telles que la pleine conscience sont très appropriées au quotidien pour s'entraîner à une approche mentale plus flexible. Comme tu disais, c'est ça, les gens ont souvent de la misère à vivre dans le moment présent. Fait qu'en faisant justement cette activité-là de pleine conscience, on en parle de plus en plus de ça, d'essayer de vivre le moment présent, mais de se pratiquer à faire ça, d'apprendre finalement parce que ça a du bon là, de vivre le moment présent. Oui, c'est ça. Et je me disais aussi que, je pense avoir vu ça ailleurs sur ce sujet-là, que les gens qui sont comme ça, qui sont inflexibles de pensée, ils ont de la difficulté à se faire des amis. Ouais. Parce qu'ils ne changeront jamais d'idée. Puis on a l'impression qu'il y a seulement qu'eux autres qui ont la bonne idée. J'imagine que ça ne doit pas être drôle au niveau affectif, tu sais, dans la vie affective. Non, c'est sûr. Et comme tu disais aussi, les gens sont pas prêts à avoir des... pas des surprises, mais tu sais, des fois, dans le quotidien, c'est ça qui est plaisant, d'avoir quelque chose qui n'est pas toujours de la même façon. Puis souvent, les surprises ou les sorties inattendues vont comme donner un résultat qui va être supérieur à ce qu'on aurait pu penser. Oui, il y a beaucoup de gens qui adorent l'imprévu. Ouais. Ça peut être un plaisir d'être capable de s'ajuster justement à toutes les situations qui se dessinent devant nous. Comme tu disais, Pierre, je pense un peu plus tôt tantôt dans le premier segment, je pense qu'il y a certaines problématiques qui sont plus
qui vont plus porter à ce que les gens, justement, aient une certaine rigidité là, cognitive. Là. On avait parlé de certains types de démence. Ça peut être un problème de style autistique ou le trouble obsessionnel compulsif, comme un TOC. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être dû à d'autres choses. Parce que plus tôt aussi, tu sais, dans le fond, tu disais, c'est peut-être des fois une qualité, mais dans ce cas-ci, ça reste que la personne n'est pas c'est pas malléable, c'est pas facile à s'adapter. C'est sûr que dans la vie, on doit s'adapter toujours. Non, mais je disais ça peut-être un peu à la blague tantôt. Non, c'est clair que ça représente un problème. Mais tu sais, des fois, on peut... Je me rappelle d'avoir déjà entendu des gens qui vont vanter ces personnes-là en voulant dire que, tu sais, quand il y a une idée en tête, là, ils l'ont pas dans les pieds. Ils lâchent pas, tu sais, mais non, c'est clair que ça représente un problème. Peux-tu rappeler, en fait, les gens qui voudraient aller lire sur le sujet, le titre de l'article? Oui, l'article s'appelle « Qu'est-ce que la rigidité psychologique ?» qu'on appelle aussi la rigidité cognitive, et c'est sur le site nospensées.fr. Bien, parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet-là, la rigidité cognitive. Et puis, à une prochaine. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Et merci aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé. Tu nous as parlé de rigidité cognitive. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Dr Pierre Lalonde, nous a parlé de ses 50 ans de carrière en psychiatrie. C'est pas rien. Et il nous a parlé aussi de la schizophrénie. C'est un spécialiste de la schizophrénie, le premier francophone à avoir mis sur pied une clinique. Alors, on leur remercie d'avoir été des nôtres en début d'émission. Notre invité et ami, Bernard Saunier, était aussi avec nous en début de deuxième demi et nous a présenté son livre Ce sera à verre à Porto. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.